LCI midi, ça débat sur le plateau, ça débat sur le sort de l'Ukraine, sur l'avenir de Volodymyr Zelensky, mais également l'avenir de l'Europe. Ça discute également du côté de l'Afrique du Sud. Au sommet du G20, on retrouvera nos envoyés spéciaux. Réunion en ce moment même entre Emmanuel Macron, Merz, le chancelier allemand, et Starmer, le britannique. Du côté du Kremlin, c'est plutôt la joie. Après le plan de paix proposé par Donald Trump, vous allez entendre le chef du Kremlin. Tout lui va, la paix ou la poursuite de la guerre. Il est sûr de son armée. On va l'écouter. Si Kiev ne souhaite pas discuter des propositions du président Trump et refuse de le faire, alors Kiev et les bellicistes européens doivent comprendre que les événements qui se sont déroulés à Kupiansk se répéteront inévitablement dans d'autres zones clés du front. Peut-être pas aussi rapidement que nous le souhaiterions, mais cela se reproduira inévitablement. Et dans l'ensemble, cela nous convient, car cela permet d'atteindre des objectifs de l'opération militaire spéciale, par des moyens armés, à travers un conflit armé. Mais comme je l'ai dit à maintes reprises, nous sommes également prêts à mener des négociations pacifiques et à résoudre les problèmes de manière pacifique. Dans quelques instants, on partira sur le terrain retrouver nos envoyés spéciaux, Gwendoline de Bono et Vincent Wartner. Situation, bien évidemment, du côté ukrainien, de l'armée ukrainienne. On écoutera aussi quelques soldats russes dans cette région de Kupiansk. Général, avant cette déclaration d'un Vladimir Poutine qui n'en demandait pas tant. Ah bah oui, quand on lit les 28 points tels qu'ils apparaissent dans les différentes déclarations, c'est tout bénéfice pour la Russie, c'est très clair. Alors la question est de savoir, est-ce que c'est un plan imposé dans son intégralité ou si ça doit faire l'objet de négociations ? Je pense que oui, évidemment, parce que pour l'Union européenne, il y a beaucoup de choses inacceptables, rien que pour l'Union européenne. On ne parle pas uniquement de l'Ukraine. Il y a des choses inacceptables pour l'Ukraine. Et effectivement, c'est la maximalisation. Vous l'avez dit, je n'irai pas plus loin, par Donald Trump des avantages donnés à la Russie. C'est flagrant. Alors maintenant, est-ce qu'on peut croire en ce plan de paix dans sa réalisation ? Zelensky était très clair hier. Les Européens ont été globalement très clair aussi hier. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut laisser Donald Trump régler cette affaire-là uniquement avec Vladimir Poutine ? Alors, je ne suis pas certain que Vladimir Poutine doit être enthousiaste quand même autant qu'il le présente à Moscou. Parce que c'est une énième proposition où il a tous les avantages obtenus, il obtient tous les avantages et qui ne se réalise pas, qui pourrait ne pas se réaliser. Nous sommes dans cette situation-là. C'est pas la première fois que tous les avantages sont donnés à Vladimir Poutine. Là, c'est tellement énorme, ces 28 points, on voit mal comment ça puisse être accepté. Maintenant, la conséquence, mais ça on le dit depuis des semaines, quel que soit le contexte, la guerre va continuer. À moins que le front s'effondre. Ce à quoi je ne crois pas encore à date d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a des villes qui vont être prises et qui ne le sont pas encore totalement que ça va modifier profondément, je dirais, le cours de la guerre maintenant. Maintenant, je pense qu'on est bien parti pour la guerre en 2026, sinon même en 2027. Et moi, je pose une question. Est-ce que l'Europe est prête à payer tout ce dont a besoin l'Ukraine pour se battre? Et c'est peut-être la vraie question. Alors, on y reviendra sur cette question parce qu'elle est primordiale, bien évidemment, et c'est là où ça coince. Vous parliez de ces villes, on parlait de Kupiansk. Regardez ces images, parce que c'est également cette guerre une bataille d'images. Les soldats russes qui infiltrent cette ville stratégique. Et puis, il y a ces drapeaux. Alors, ils sont brandis, retirés, rebrandis. On va écouter, si vous êtes d'accord, un soldat russe. Il parle de cette stratégie aujourd'hui voulue par Moscou. La ville de Kupiansk est libérée, la victoire sera nôtre. Le 121e régiment de fusiliers motorisés de la 68e garde de la 6e armée a héroïquement pris Kupiansk. Et on va retrouver Gwendoline Bono et Vincent Wartner sur le terrain en Ukraine parce que cette guerre pèse sur les troupes ukrainiennes. Et autant le dire, la situation est également très très compliquée. Les Russes en profitent et les Américains le savent.
Alors d'abord, il y a la configuration du front qui pose de grandes difficultés. Il n'y a plus de ligne zéro, il y a un ensemble de kill zones, de zones de la mort. Alors ce sont des secteurs où tout est contrôlé par drone, 24 heures sur 24. À partir du moment où le drone de reconnaissance repère une position, eh bien la frappe de drone kamikaze suit en moins de 2 minutes. Ça, c'est très clair quand on est sur le front. Russes et Ukrainiens tiennent les positions par groupe de 2 ou 3 hommes, jamais plus. Et pour avancer dans ces conditions, eh bien il n'y a pas 36 solution, il faut pouvoir perdre des hommes. La Russie a la masse pour le faire et elle ne s'embarrasse pas de la vie de ses soldats. Pour l'Ukraine, c'est impossible et c'est ce qu'on voit dans la ville de Pokrovsk, mais également dans la ville de Kupiansk, dont la Russie revendique le contrôle. L'Ukraine a un manque de réserve. Le pays n'a pas recruté assez d'hommes depuis le début de la guerre, mais il y a aussi, et ça on l'a constaté, un manque de drones, notamment les drones à fibre optique qui ne peuvent pas être brouillés. Vous ajoutez à ça des lignes de défense qui sont parfois mal préparés, et ça on l'a vu également sur le front de Zaporijjia, eh bien ça vous donne des fronts qui craquent, et une fois que les Russes passent, me disait un opérateur de drone, eh bien il est extrêmement difficile de les contenir et encore plus difficile de contre-attaquer. Merci beaucoup Gwendoline et merci à Vincent Wartner qui vous accompagne. Le président Volodymyr Zelensky est bien conscient de cette réalité, du poids des Américains, de la pression des Russes et peut-être aussi de l'absence de ses alliés européens. Voilà cette confession, cette confidence faite hier. L'Europe et le monde entier doivent comprendre une autre vérité. Les Ukrainiens sont avant tout des êtres humains et nous repoussons depuis près de 4 ans l'une des plus grandes armées du monde dans le cadre d'une invasion à grande échelle. Nous tenons ligne de front de plusieurs milliers de kilomètres et notre peuple subit chaque jour des bombardements, des frappes balistiques et des attentats suicides. Chaque jour, notre peuple perd des êtres chers et notre peuple souhaite vraiment que la guerre prenne fin. Nous sommes bien sûr faits d'acier, mais aucun métal, même le plus résistant, ne peut résister indéfiniment. Caroline Tominé, il dit beaucoup de choses dans ses mots, le président ukrainien. Même si vous êtes valeureux, même si vous faites face à l'une des plus puissantes armées du monde, vous ne pouvez le faire qu'avec vos moyens, surtout quand vos partenaires vous lâchent. Il ne s'agit pas de les lâcher, parce que l'Ukraine aujourd'hui est un rempart. Le problème de l'Europe, c'est qu'il y a une majorité de matériel américain qui a été acheté par les pays européens. Ce matériel américain, il a besoin d'autorisation des Américains pour être utilisé. Et le nœud gordien, il est là. C'est-à-dire qu'on a un gros souci, non pas sur la France, mais sur les autres pays, qui ont acheté en masse du matériel américain et qui sont complètement dépendants. Et aujourd'hui, ce que fait l'Amérique avec les Trumpistes, c'est un hold-up sur l'Ukraine, mais aussi un hold-up sur l'Europe. Si on lâche l'Ukraine aujourd'hui et qu'on n'arrive pas à s'organiser pour produire du matériel européen, français, pour tenir le front en Ukraine, ce que veulent les Russes derrière, c'est des élections rapides avec... 100 jours. Voilà, pour imposer ce plan, qui est une reddition de l'Ukraine, des élections pour prendre l'Ukraine et attaquer en réorganisant évidemment les troupes russes sur d'autres fronts, comme par exemple l'Estonie ou la Moldavie ou encore ailleurs. On a des incursions russes qui se feront. Il faut absolument qu'on en ait conscience. Alors, juste, pardon, je vous coupe, Caroline. Désolé, on vient d'apprendre à l'instant que l'Ukraine, alors l'Ukraine, je ne sais pas qui c'est, on a peut-être le temps de vérifier, l'un des proches conseillers de Volodymyr Zelensky dit que direction la Suisse pour commencer de discuter avec les Américains. Le décret a été signé par Volodymyr Zelensky. Des discussions vont s'engager en Suisse avec Yermak et d'autres spécialistes du cabinet du président pour voir sur quel point on peut avancer, on peut discuter, on peut négocier. Ça veut donc dire que le plan n'est pas rejeté totalement par les Ukrainiens, contrairement à ce que le Kremlin essaie de faire croire depuis hier. C'est Oumerov qui le dit. Oui, il y a eu vraiment à la tête du Conseil de sécurité propagande de la part des pro-russes pour dire que l'Ukraine rejetait le plan, disait non à Trump en fait. Et ça, dire non à Trump, Volodymyr Zelensky l'a bien compris dans le bureau ovale, ce n'est pas possible. Poutine le sait aussi, mais Poutine, lui, évidemment, a plus de surface, plus de latitude pour finasser, gagner du temps, parce que
il n'est pas du tout évident, même si ce plan a été écrit en russe, on le voit bien même à la traduction en anglais, qu'il convienne totalement à Vladimir Poutine, qui a toujours besoin de la guerre, d'une part pour asseoir son pouvoir, d'autre part pour pouvoir continuer à faire tourner son économie, qui est entièrement tournée vers l'économie de guerre. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette discussion. Hier, sur notre plateau, on avait Jean-François Colossimo, historien. Il a parlé de l'Europe. Et comme ça, je vous laisserai bien évidemment la parole. Parce que, de ce que l'on vient d'apprendre, il y aura 3 personnes autour de la table. Les Ukrainiens, les Américains, les Russes. Pas les Européens. Vous parliez d'échecs possibles si on ne se réveillait pas. Écoutez cette analyse hier soir sur notre antenne. L'Europe, sur une affaire pareille, est-ce qu'elle a un consensus? Est-ce que vous pensez que M. Orban ne va pas dire bravo, il faut faire la paix? Est-ce qu'il y a un consensus entre M. Macron et M. Orban? Est-ce que l'Europe a été capable de montrer qu'elle était unie? Alors d'abord, elle-même, elle risque d'imploser au passage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aux États-Unis, très bien, M. Trump, gardez votre plan, parce que c'est nous désormais qui allons armer l'Ukraine, mais on n'en a pas les moyens. Nous sommes coupables historiquement de notre retard. Caroline Doninet, c'est ce que vous disiez, nous sommes coupables. Est-ce qu'on peut encore se réveiller? On est éjecté de la table des négociations. Il faut parler du présent. Derrière, il y a quand même la Chine. La Chine qui est une puissance phénoménale avec les États-Unis qui mettent le genou à terre devant les Chinois aujourd'hui en négociation. Vous avez des Chinois qui vont financer, qui vont aider à cette guerre en Europe. Il faut qu'on soit inquiet. Ne parlons pas du passé, parlons du présent et du futur. On s'organise, on met Caroline, en place des solutions. Mais on met en place... On n'a pas le choix aujourd'hui. Non mais où... Alors, Richard, parce que je pense qu'il y a une petite tribune... Au moins pour gagner du temps et présenter l'Ukraine dans de meilleures dispositions pour les négociations. Il y a des solutions. Est-ce qu'on en a encore? C'est la question. Petit réquisitoire peut-être sur la France et sur cette Europe. Sur cette Europe, on n'est pas vraiment d'accord. Sur la France, je vous laisse la parole. Non, d'abord, l'Europe a des cartes. Il faut quand même, puisque pour employer le langage de Trump, l'Europe a des cartes en main. Elle en a vis-à-vis des États-Unis qu'elle doit jouer. Elle est importante. Donald Trump a besoin de l'Europe à plein d'égards, à commencer par les questions économiques, à commencer par la santé des géants de l'Internet américain. Je vous rappelle, c'est pas sans lien avec l'Ukraine qu'il y a un risque de bulle sur l'intelligence artificielle qui pourrait faire cracher le marché boursier. Ce que Donald Trump a impérativement besoin, c'est de relations apaisées avec l'Europe économique. Et ça, c'est une carte qu'il ne faut pas qu'il faut utiliser, qu'il ne faut pas du tout négliger. La deuxième chose, c'est que l'Europe, si elle apporte son soutien à l'Ukraine de manière vraiment tangible, ferme, ça va peser dans la balance. La grande difficulté aujourd'hui, moi j'en vois 2 pour l'Europe, c'est pas tellement la division et c'est pas tellement Orban, comme le disait à l'instant Colossimo. Orban, de toute manière, il est marginalisé. Donc c'est évident que Trump comme Poutine vont essayer de le valoriser, de le mettre en avant. Mais que pèse-t-il, Orban, au sein de l'Union européenne? Il pèse rien. Le vrai souci que je vois, moi, c'est du côté de la France. C'est ici. Parce que, historiquement, à chaque fois qu'il y a eu des moments géopolitiques compliqués où l'Union européenne devait se positionner, il faut que la France soit dans le cockpit. Parce que la France a cette tradition diplomatique, cette tradition d'indépendance, entre guillemets, vis-à-vis des États-Unis, qui peut permettre d'avancer. Aujourd'hui, la France mais vous dites faible. Aussi on n'est pas au rendez-vous, ou alors pas souvent. On l'a été dans le passé, on l'a été sur un certain nombre de sujets, quelquefois avec retard, mais on a rattrapé le temps perdu. Je pense que sur l'Ukraine, par exemple, il faut bien reconnaître que l'Europe a été au rendez-vous. Quand la Russie a agressé l'Ukraine, l'Europe s'est ralliée. L'unité européenne a été au rendez-vous. Rappelez-vous ce qu'on prédisait il y a 2 ans, 3 ans. On prédisait que l'Union européenne quasiment se disloquerait à cause de l'Ukraine. Ça n'a pas été le cas. Elle a des cartes en main. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas dans le cockpit Emmanuel Macron, même s'il les sait, il a fait ses annonces sur les Rafales, et que la France, par son poids, par son histoire, par sa capacité d'entraînement, elle est indispensable. En tout cas, quand Donald Trump hier a décroché son téléphone pour parler à un Européen, il a parlé au chancelier Merz, celui qui réarme son pays avec des armes made in USA. Général, est-ce que ce n'est pas mettre le mouton au milieu des loups que cette réunion que l'on a appris en Suisse entre Zelensky, peut-être Trump et peut-être Poutine, ou en tout cas les émissaires des uns et des autres? Il va être bien seul. Oui. Il va être bien seul, mais bon, je pense quand même que l'équipe ukrainienne est quand même suffisamment forte pour discuter.
et c'est quand même on parle de la souveraineté de l'Ukraine, donc qu'elle soit déjà mise autour de la table des négociations, c'est déjà un point qui est quand même positif. Maintenant, est-ce que l'Ukraine va être suffisamment forte, effectivement, c'est votre question, pour résister à la pression à la fois américaine et russe? Difficile à dire. Moi, ce que j'ai entendu dans le discours de Zelensky hier, quand même, et ça a été remarqué par d'autres, c'est que quand même, il laissait une petite ouverture vers les négociations, parce que, en gros, il pose la question indirectement, est-ce qu'on va être capable de tenir encore longtemps? Et il met un peu tout le monde devant ses responsabilités. Pas nous, mais le peuple ukrainien, l'armée ukrainienne, les partis politiques ukrainiens, il y a comme quelques soucis actuellement aussi au niveau politique intérieur. Donc là, il y a quelque chose. Donc je ne suis pas certain qu'il ait toute la liberté d'action. Néanmoins, il est à la table des négociations. Et je pense quand même que ces 28 points dont on a parlé tout à l'heure, on ne l'a pas vu en détail, parce qu'on n'a pas enfin, je n'ai pas vu encore le schéma officiel. On a beaucoup d'éléments, mais il y a des sujets de discussion. Mais on a les 28 points. Oui, mais ils sont pas très... Il y a des moments, il y a des choses très imprécises quand on les lit. Oui. Voilà. Et si mais il y a par exemple, les garanties apportées aux États-Unis à l'Ukraine pour après, les garanties que la Russie n'attaquerait pas à nouveau, font l'objet d'un autre plan qui est à part. Vous avez vu quand même que les garanties américaines ne dureraient que 10 ans. Oui. On ne sait pas pourquoi 10 ans. On parle également des Ukrainiens. Je voudrais qu'on les écoute parce que nos équipes ce matin ont pu tendre leur micro à ces Ukrainiens sur ce plan de paix américain, sur cette pression mise par Kiev, par Washington. Écoutez-les bien. Ce que je pense des propositions de Trump, il faut accepter certaines conditions pour mettre fin à la guerre, certes, mais je ne suis pas d'accord pour réduire notre armée de moitié. Mais il faut signer cet accord avec ces 28 points, ça oui, parce que nous n'avons pas le choix, nous n'avons tout simplement pas le choix. Il n'y aura aucun accord de paix. Poutine reste campé sur ses positions. Il est parti pour une guerre. Et pour que vous compreniez, leur budget pour toute l'opération militaire spéciale est prévu jusqu'en 2030. Vous pouvez donc imaginer ce qui va se passer dans les années à venir. Ce qui arrive s'annonce plus dur que ce qu'on a déjà vécu. C'est ce qu'a dit Vladimir Poutine. Vous acceptez ce plan de paix, sinon moi je continue la guerre. Ce n'est pas un problème en hommes et en matériel. On entend cette réalité pour les Ukrainiens. C'est-à-dire que cette guerre, elle a duré presque 4 ans, trop bien évidemment, et il va falloir que ça s'arrête. C'est ce que dit aussi, et vous le notiez, général, le président Zelensky. Il y a une volonté que la guerre s'arrête depuis le début. Vous êtes attaqués de toutes parts, dans toutes les familles il y a des morts. Obligatoirement, vous voulez pas qu'on vous abandonne, évidemment, qu'il y ait une aide qui va croissant et que la guerre cesse le plus rapidement possible. Le problème, c'est la réalité. Ce plan, on ne peut pas parler d'accord puisque l'Ukraine n'a pas été consultée, on ne respecte pas sa souveraineté, est un scandale pour l'Ukraine, un scandale pour l'Europe. C'est une vraie... mise à nu, évidemment, de l'Ukraine, de ses biens, mais aussi de ses populations. Dans l'accord, on ne parle évidemment pas des populations déplacées, on ne parle évidemment pas des enfants déportés et des adultes qui ont été déportés. Si, Xavier ? Si, il y a un point qui spécifie que tous ceux qui ont été déportés rentreraient chez eux. Mais en revanche, à l'inverse, il y a une amnistie totale pour tous les crimes de guerre, pour compenser. Mais c'est prévu dans un dépôt. Mais là aussi, c'est une façon pour Donald Trump de fouler du pied le droit international. C'est-à-dire que la haine n'existe pas. Tous les criminels de guerre, à commencer par Vladimir Poutine, passeront au travers. Boutcha, par exemple, mais on pourrait en citer... des kilomètres. Et là, il y a là-dessus, sur ce point en particulier, incontestablement, l'Europe ne peut pas l'accepter. Ça, c'est très clair. Les Européens ne peuvent pas accepter de valider, de signer au bas de la page d'un accord de paix qui prévoirait l'amnistie complète pour les crimes de guerre. On est bien d'accord que à l'inverse, les Russes ne signeront pas s'il n'y a pas l'amnistie. Alors, Trump n'en a que faire de ce droit international. On le voit chaque jour. Oui, mais pour les Européens, là, ça va être un point absolument essentiel parce que les Européens sont tous signataires de la Cour pénale internationale, sont tous impliqués et concernés par les poursuites qui sont en cours. Et vous imaginez le blanc-seing, le feu vert que ça donnerait à tous les régimes de la planète désireux d'agresser leurs voisins. Donc là, moi, je vois un nœud tout aussi important que la question militaire sur le terrain en ce qui concerne l'Europe. Ouais, on parle de déportation, crimes de guerre, Boutcha, évidemment. Je rappelle qu'on n'a amnistié personne
lorsque les Balkans se sont décomposés et lorsque la guerre de l'ex-Yougoslavie s'est terminée avec les accords de Dayton, vous savez qu'ils ont tous fini en prison à Scheveningen, au nord de La Haye.